Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast le Casta Gang. C'est un épisode spécial aujourd'hui en coulisses puisqu'on a un invité. Il vient de l'île de la Réunion, il a passé un BPGEPS APT e-sport et il est aujourd'hui éducateur sport et e-sport. Bienvenue Mathieu, comment tu vas? Bonjour à tous. Ça va super. Content d'avoir été invité sur ce petit podcast avec votre duo sympathique et hâte de voir Ouais. comment ça va se passer de manière générale. Ça nous fait plaisir de t'accueillir. En première question, déjà, on voulait te poser La Réunion et Marseille, il n'y a pas eu un choc? Alors, j'avoue que entre La Réunion et Marseille, le fait de quitter l'île de la Réunion pour arriver en France directement, forcément, en termes de climat et de population de manière générale, ça fait un peu bizarre. Après, Ouais. j'ai fait ma première année directement dans le nord de la France, donc j'ai pris encore plus Voilà, une d'accord, claque. ok. Voilà, on en parlera normalement, mais voilà. Donc là, forcément, c'était pas simple. Après, le fait d'être loin de la famille, etc., tout ça, c'est pas non plus simple. Mais j'avais un objectif, voilà. Donc je suis venu pour atteindre cet objectif. Donc ça s'est passé. Alors, Ouais, quand t'as ça va. débarqué en France, t'as débarqué dans le nord d'abord, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, je suis allé d'abord dans le nord de la France pour faire du coup mon école de gaming, dans laquelle D'accord. j'ai passé pas mal de petites options en communication et en événementiel. Et après, par la suite, j'ai bifurqué sur Marseille pour attaquer le BPGEPS. Putain, les mecs, ils ont pas choisi le truc le plus simple, quoi. Alors, on va mettre l'école dans le nord, comme ça, on est sûr que ceux qui viennent sont motivés. Tu vois, Effectivement. c'est... Ouais, c'est clair, avec une température horrible, quoi. Par rapport à La Réunion, c'est le choc des titans, quoi. En plus, c'était en mode internat, du coup, l'acclimatation était un peu Ouf. particulière. Mais Ah ouais, bon, après, ça restait dans le gaming, donc je vous avoue que c'était quand même sympathique. On va pas se plaindre. ouais, ouais. T'es venu pour faire un truc que tu kiffes, quoi, à la base. Exactement. Et ça se passe comment pour cette école, du coup comment tu l'as trouvée et comment t'es rentré dans cette école? T'as passé un concours, un truc comme ça? En gros, moi, quand j'étais à La Réunion, j'avais passé un diplôme à l'époque, pareil, un BPGEPS APT, mais j'avais pas eu le diplôme. Et en gros, moi, je souhaitais utiliser quand même les compétences que j'avais eues avec ce diplôme en mode, je voulais utiliser mon diplôme d'éducateur sportif et le retranscrire un peu dans le domaine du jeu vidéo. Mais je savais pas trop comment ça se passait, donc je me suis renseigné sur Internet. J'ai trouvé qu'il y avait une école gaming. Et du coup, là, la particularité de l'école, c'est qu'elle promettait pas d'être joueur professionnel, même si quand même ça faisait partie du branding. Elle permettait d'être organisateur événementiel autour de l'e-sport avec une spécialisation community management. Donc, dans le domaine de l'e-sport, ça reste quand même des métiers un peu phares. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, j'ai fait cette école. Bon, c'était une école privée et payante, hein, du coup. C'est la Helios Gaming School. Je sais pas si on peut les citer ou pas. Si, si, tu peux. Voilà, bon, voilà, ça fait de la bonne pub ou pas, à Voilà. savoir. Donc voilà, j'ai fait ça et ensuite, je trouvais que ça collait bien avec le truc d'éducateur sportif, le fait d'entamer le niveau de coaching. Et après, il y a eu l'opportunité avec MCES qui a lancé le diplôme à Marseille. Donc j'ai bifurqué, je suis passé de mon école dans le nord de la France au sud. Et effectivement, là, je m'y suis retrouvé un petit peu plus en termes de climat, quoi. Ouais, clairement. Mais du coup, à la base, c'était pas... Enfin, t'avais pas en tête d'être éducateur sport e-sport, c'était plus... voilà, tu voulais t'ouvrir les portes en faisant cette formation d'événementiel, community manager, quoi. Bah, quand même, dans l'idée à la base, même, vu que j'avais quand même passé ce diplôme à la Réunion d'éducateur sportif, je trouvais qu'il y Mm. avait une cohérence d'entrée dans ce domaine-là. Après, effectivement, il n'existait pas encore de diplôme qui permettait de le faire. D'où le fait que pour moi, réellement, dans l'évolution de ma visualisation de projet futur, la formation du BPGEPS APT à Marseille avec MCES, c'est plutôt bien collé et aller dans mon alignement de pensée. Donc voilà, c'était une belle opportunité que j'ai saisie et ça m'a permis d'arriver par ici. Donc dès le début, t'avais en tête de faire ça en fait. T'avais pas ce que quand j'avais lu, c'était événementiel. Du coup, en fait, ta formation, j'ai l'impression quand même, elle t'ouvre un paquet de portes. C'est-à-dire que même si dans l'e-sport, tu peux faire de l'éducateur, mais tu peux faire de la communication, de l'événementiel, etc. Donc, au final, tu t'es ouvert un paquet de portes, quoi. Totalement. Après, ça va avec la reconnaissance de ce que vaut l'école et le diplôme avait une reconnaissance RNCP, je sais, mais bon voilà, ça joue aussi après la reconnaissance dans le milieu, qu'est-ce que ça vaut, etc. Mais ça m'a permis de mettre un vrai pied, en tout cas, dans le domaine de l'événementiel et de comprendre vraiment l'inside un peu de l'e-sport qui, moi, quand j'étais à La Réunion, jouant sur la console, à l'époque où Fortnite venait à peine de sortir, bon, j'avais pas la même vision de l'inside e-sport, quoi. Et comment t'as trouvé MCES pendant que t'étais donc t'étais à l'école
dans le Nord. Et comment tu as trouvé MCES à l'époque? En gros, c'était, si je dis pas de bêtises, début de Covid. Donc, on venait d'être confiné. Donc, moi, j'avoue que j'ai eu la chance, si c'est une chance d'avoir passé le confinement enfermé dans un gaming center avec une vingtaine de PC, avec 20 gamers et des coachs, etc. Donc, c'était un confinement plutôt sympathique. Je dormais sur place en plus, donc c'était cool. Mais c'est à ce moment-là, du coup, qu'est arrivée l'opportunité du PPGEPS APT, le partenariat entre MCES et le CROSS, le Comité régional olympique et sportif de Cabriès. Et en gros, ils ont lancé le diplôme et de base, le diplôme tombait en même temps que mon école, ce qui fait que normalement, ça ne pouvait pas se juxtaposer. Donc normalement, je ratais l'opportunité où il fallait que j'arrête mon école privée que j'avais payée, etc., pour me rendre à Marseille. Enfin, c'était un peu compliqué. Là où le Covid m'a offert une opportunité qui est une opportunité entre guillemets, c'est que du coup, ça a décalé la formation de quelques mois, ce qui m'a permis du coup de faire la formation, enfin de postuler à la formation et de pouvoir y participer. Et j'ai eu la Coup de chance chance. d'être pris en alternance en plus de ça avec MCES et d'attaquer cette formation avec une alternance dans le domaine de l'e-sport. Ta formation juste avant, c'était pas de l'alternance, hein, c'est ça, hein? Non, clairement pas. Non, c'était du Ouais. bénévolat pur, simple. Après, ça m'a permis de comprendre que dans l'e-sport, ça se jouait quand même beaucoup sur du bénévolat. En tout cas, à l'époque, il y a 4-5 ans, ça se jouait beaucoup sur du bénévolat. Un peu moins aujourd'hui, mais quand même. Ouais. Bah, dans tous les cas, il faut de l'expérience. Donc, je pense que le fait d'avoir une alternance dans l'e-sport, dans le gaming en général, c'est un méga plus, quoi. En tout cas, ça m'a permis de faire tout ça. Je ne sais pas si c'est le CV ou l'opportunité de plein de choses qui m'ont permis mais je pense que c'est un bon global de tout. Après, c'est des milieux qui demandent tellement de relationnel, tu vois, les opportunités elles viennent parce que tu es dans le milieu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ce que tu as fait, bah, ça t'a servi à ça aussi, hein, d'ailleurs. Ça m'a permis d'entrer, entre guillemets, de faire un premier pas, ouais, clairement. Et quand la première fois que tu as dit à ton entourage, ok, je vais partir pour l'Île-de-France, enfin le nord de la France, et je vais faire une formation pour l'e-sport, pour le gaming. Ils se sont dit quoi? Parce que on sait tous que le gaming, c'est un peu touchy, quoi. C'est dans les anciennes générations, même encore des fois les nouvelles, ils comprennent pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un vrai métier? Comment ils ont réagi? Bah, comme je pense beaucoup de parents réagiraient de manière générale, j'avoue que moi, ils n'étaient pas forcément pour. Après, entre mes deux parents, ça s'est un peu équilibré dans le sens où il y en a un qui était... Enfin, mon père était un peu moins chaud, ma mère était un peu plus OK, entre guillemets. En plus, je sortais d'un échec, entre guillemets, dans le domaine sportif, de par le fait que j'avais raté mon diplôme d'éducateur à l'époque. Et ils trouvaient ça bizarre, la transition entre sport et e-sport. On va peut-être y revenir un peu plus tard, mais moi, voilà, j'avais, entre guillemets, peut-être un peu cette vision à l'époque, qui d'ailleurs... voilà. Mais oui, ils ont clairement pas compris le pourquoi. Mais j'ai eu la chance quand même, parce que c'était une école privée, payante. Il a fallu que je quitte l'île de la Réunion, que je quitte mon foyer, enfin mon domicile, etc., ma famille, etc., pour me rendre dans un endroit, en plus dans un internat. Il fallait me loger, me nourrir, etc., sans être rémunéré par une alternance ou autre. Donc, oui, ils ont quand même cru en moi, dans le sens où ils m'ont permis de le faire, ils m'ont payé ces choses-là. Donc, non, clairement, ils m'ont offert cette opportunité, donc ils ont cru en moi, mais étonné quand même. Ouais, ils t'ont accompagné, mais bon, en mode... En mode, vas-y, fais ton truc, et si tu te plantes, tu reviens, mais doucement. Tu vois, tu ouais, reviens. on sera là, mais bon, voilà. On t'a donné ta cartouche, tu l'as utilisée, tant pis. Ils t'ont pas amené au bord de la plage en disant t'es sûr? T'es sûr? Tu veux abandonner ça pour aller dans le nord de la France? T'es certain de ton truc? C'est vrai que quitter l'île de la Réunion pour venir en France, c'est... Mais j'avoue que pour le domaine de l'e-sport, il n'y a pas trop le choix, même si j'espère que dans le futur, ça va évoluer. Mais pour l'instant, entre la France et la Réunion, dans le domaine de l'e-sport pur, il n'y a pas encore photo, clairement. Est-ce que tu nous expliquerais pas l'acronyme BPGEPS, Alex? Alors moi j'ai regardé un petit peu parce que tu sais moi je suis parti, enfin moi je suis à un certain âge maintenant et je suis parti de France surtout depuis un moment et du coup quand j'ai vu BPGEPS j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc encore. Moi j'en suis resté à baccalauréat, BTS machin et donc j'ai vu que c'était un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et donc du coup c'est un équivalent du baccalauréat en fait. Et en fait donc du coup quand tu suis ce cursus tu n'as pas, en fait, tu n'as pas besoin de faire le baccalauréat classique au final. En gros, c'est ouvert à tous, donc tu peux le faire même si tu n'es pas titulaire d'un baccalauréat. D'accord. Et ça te donne à terme, effectivement, à la fin de l'année, un diplôme de niveau 4, donc équivalent baccalauréat.
D'accord. Ouais, donc c'est bien ce que j'avais lu, ouais. Et donc, du coup, toi, dans ta tête, c'était ça depuis le départ. Tu avais, ce projet en tête et t'avais rien d'autre que tu voulais faire. C'était vraiment ce projet, quoi. Bah, pas exactement ce projet. Je voulais devenir, moi, quand j'ai quitté l'île de la Réunion, c'était dans l'objectif de devenir coach dans le domaine du jeu vidéo, donc ce qu'on appelle effectivement coach e-sport. Mais je voulais être coach, voilà, à la base dans le sport. J'avais eu un petit échec, je me suis dit pourquoi pas dans le domaine du jeu vidéo. C'était un vrai pourquoi pas parce que, bon, à l'époque, c'était pas le truc le plus commun, en tout cas par un domaine de formation. C'était soit tu étais joueur professionnel de haut niveau et tu faisais une transition, etc. Donc on m'a un peu regardé de haut quand j'arrivais avec ces prétentions-là. Bon, aujourd'hui, il y a des diplômes et des formations qui te permettent de le devenir, en tout cas à échelle d'accompagnement à niveau amateur, pour plus tard de la professionnalisation ou du semi-professionnel, mais voilà. On va revenir sur l'expérience cours, école. C'est quel type d'étudiants autour de toi? C'est des gens qui étaient du coup, toi, tu étais le seul qui venait pas de France métropolitaine, ou est-ce que c'est quoi? C'est des gens qui viennent de différents types de milieux, et c'est des gens qui ont euh, un niveau de connaissance dans le jeu vidéo plus ou moins gros. Enfin, Poussé, ouais. comment ça se passe du coup? Bah, en vrai, il y avait un peu de tout type d'horizon, parce que forcément, bah, en vue du fait que bah, moi, quand j'ai passé la formation, c'était la première année où la formation existait. Donc, c'était vraiment un D'accord. peu le truc opportun, nouveau, qui venait de sortir. Donc, merci déjà MCES d'avoir lancé un peu ce truc-là de manière novatrice. Mais pour répondre du coup à la question, il y avait un peu de tout le monde. Moi, je sais que j'ai ramené un collègue de l'école dans laquelle j'étais qui lui venait de Martinique. Dans la formation, il y avait des gens de la Réunion également, donc je n'étais pas tout seul, il y avait une autre Ah, personne cool. de la Réunion. Et après, bah, vu que la formation était à Marseille, donc forcément, ça a basé son recrutement un peu autour de Marseille. Et après, c'est venu un peu de partout de la France, sans dire de bêtises. Mais ouais, je crois bien que c'est venu un peu de partout, parce que forcément, la formation a attiré, quoi. En plus, une formation professionnalisante, avec un vrai organisme derrière. Et du coup, c'était plusieurs groupes, ou c'était, tu sais, dans les écoles de commerce, tu as plusieurs classes parce qu'il y a tellement de monde. Vu que c'était le début de ce cursus, il y avait quand même du monde sur la première année? Alors, les BPGEPS APT au sein du CROSS, il y en avait plusieurs. Les BPGEPS APT e-sport, non, il n'y avait qu'une seule classe. Et nous, si je dis pas de bêtises, on devait être une bonne vingtaine, Ok. si ce n'est un petit peu plus. Enfin, en tout cas, on avait une salle de PC au Z5 et à Marseille à l'époque où on avait une vingtaine de PC. Et les 20 PC étaient occupés, donc on était 20. C'est bien, c'est pas une grosse classe, donc tu peux quand même interagir avec le prof tranquillement. Ça, c'est cool en vrai. Ça reste plutôt correct. Après, bah, du coup, la réalité, c'est que bah, dans les cours pratiques, il faut pouvoir pratiquer sur des PC. Et bah, il faut des salles si on fait des classes de 30, il faut 35 PC, quoi. Ouais, ça commence à être pas mal. Ouais, voilà, ça commence à faire des grands gaming centers, quoi. Et du coup, tout le monde avait plus ou moins la même ambition, que toi, ou ou certains avaient d'autres aspirations. Beaucoup avaient l'aspiration à devenir un peu joueur pro, en tout cas, enfin, dans l'école que moi j'avais passé en premier temps. Après, c'est un peu différent avec le BPGEPS, parce que là, forcément, c'était un diplôme vraiment, tu deviens éducateur sportif et e-sportif. Donc, ils avaient déjà cette prétention à se dire que ils savaient d'avance qu'ils allaient devenir, entre guillemets, encadrant coach, même si certains, du coup, voulaient utiliser un peu ce biais-là pour avoir l'alternance au sein d'une structure e-sport professionnelle et avoir Ouais. ce premier pas, la même chance que moi j'ai eu à l'époque, qui est pour le coup une réelle chance. Et voilà. Donc il y avait un peu de toutes ambitions, mais on était clair sur le fait qu'on était là pour devenir coach, en tout cas avec le BPGEPS. Et il n'y avait pas certains qui avaient des envies de devenir joueur pro? Parce que du coup, c'est deux biais différents, quoi. Bah, je sais, si je me rappelle bien, je sais que le premier jour de cours du BPGEPS, il y a eu ce grand débat un peu mis sur la table, parce que a priori certains avec un peu cet état d'esprit, un peu cette idée en tête de on vient pour faire de l'e-sport de manière générale, être joueur professionnel, jouer pour devenir le Ouais. meilleur, etc. Et direct, ça a été mis sur la table de, bon, là, non, si vous êtes là, c'est pour de l'encadrement autour de la compétition, autour du gaming, ce qu'on appelle l'e-sport, etc. Donc, ça a été assez clair, même si ça n'a pas plu à certains dès le départ. Mais voilà, le fait qu'on était en alternance, etc., qu'on était accompagné, suivi, voilà, tout le monde est resté, il n'y a pas eu de départ. Les autres étaient aussi dans des structures e-sport ou ils étaient dans des trucs, des entreprises liées au gaming, quoi? Ouais, là, on se rejoint à la problématique de la région, dans le sens où à Marseille, enfin dans la région sud en tout cas, dans la région PACA, pardon,
il n'y avait pas 46 structures e-sport. Donc, je sais qu'il y avait MCES. Moi, quand je l'ai fait, on était 4 alternants à l'époque. Donc, déjà, sur une formation de 20, ils en ont pris 4. Ouais, Je sais c'est qu'il y pas avait mal. Easy Dream également à l'époque, qui prenait en alternance aussi, qui est sur Aix-en-Provence. Ils en ont pris 2 ou 4, j'avoue que je ne sais pas. Et après, c'était des structures multisport normalement ou omnisport, mais dans lequel il fallait développer à minima un projet e-sport. Et en tout cas, les structures qui recrutaient étaient ouvertes à développer un projet e-sport et à potentiellement y mettre un budget, parce que forcément, il faudrait acheter 1, 2, 3 plays, peut-être pas des PC, 20 PC, 25 PC, mais voilà, ils étaient OK sur l'idée, quoi. Ouais, parce que c'est un budget quand même. De s'équiper, que ce soit en console ou en PC, c'est... C'est un budget, en tout cas pour des clubs, dans le milieu associatif, oui, c'est un budget qui peut être conséquent. Ouais, donc t'as eu de la chance en fait, parce que MCES, t'es en plein dans une structure e-sport, et là tu baignes là-dedans, quoi. J'avoue que non, mais j'avoue que là-dessus j'ai eu beaucoup de chance. Après, c'était un recrutement. Enfin, j'ai passé mes entretiens comme tout le monde. Ouais. Je saurais pas dire pourquoi j'ai fait partie de ceux qui ont été pris. T'as été le T'as été meilleur. meilleur. Ouais, oui, Exactement. tout Peut-être simplement. après, ouais, non, voilà, peut-être, sûrement. Mais voilà, la réalité, c'est que oui, j'ai eu cette chance. Et j'avoue que moi, j'étais très fier d'avoir eu cette chance. Je pense que je l'aurais un peu rendu sur le terrain au départ. Et ensuite, ils m'ont rendu par derrière la confiance. Et ça a été un échange de confiance. Et voilà. Ça donne quoi, du coup, une formation pour devenir coach e-sport? C'est quoi le type d'enseignement, comment ça se passe globalement? Bah, du coup, c'est là où ça reste particulier, ça reste rattaché à une formation d'éducateur sportif à la base. Donc ça va être 70% du cursus, ça va être le cursus d'éducateur sportif traditionnel. Donc là, ça va être des cours sur comment encadrer tel type de public, de tel âge à tel âge, tel type de public, vu qu'on peut encadrer de jeunes enfants, enfin de petite enfance à public senior, on peut vraiment encadrer tout type de public. Donc il y a déjà beaucoup de cours sur le public. Après, il va y avoir du cours sur tout ce qui est anatomie, etc., bien comprendre le corps humain, etc. Et après, du coup, la partie qui intéresse la plupart des gens qui font cette formation, c'est les parties 30% un peu e-sport. Et là, c'était du coup une fois par semaine, on avait un cours e-sport. Et là, pour le coup, c'était du gaming de manière générale. Donc, la plupart du temps, soit on jouait, on était accompagné par quelqu'un qui nous accompagnait sur le jeu et qui nous coachait de manière générale, parce que pas tout le monde avait les mêmes appétences sur tel et tel jeu. Et vu qu'on était dans un diplôme multi-gaming, il fallait que tout le monde ait un peu cette base pour pouvoir être capable de donner de l'initiation sur Fortnite, sur Rocket League, sur Valorant, sur League of Legends. Parce que bon, si tu n'as jamais joué à League of Legends, pour donner un cours d'initiation, ne serait-ce que... Voilà, C'est bon. compliqué. Donc ça passait quand même par des heures de on joue. Donc ça, pour le coup, c'est cool. Et après, il y avait beaucoup de prévention autour de l'irréputation, de la santé, faire attention à tout ce qui est mental, respiration, bien-être, etc. Donc c'était quand même une approche un peu éducatif et ludique du gaming de manière générale et de l'e-sport pour de l'accompagnement spécifique. L'irréputation, c'est tout ce qui est autour des réseaux sociaux, etc. C'est ça? L'image que tu as sur... Ouais, parce qu'on Du reste coup, quand même proche non, des réseaux sociaux, quoi. ouais, bah c'est ce que j'avais vu, quoi. C'est qu'au final, une grosse partie de la popularité ou de comment les joueurs gagnent de l'argent, au final, se fait via les réseaux sociaux, leur image, l'image qu'ils cultivent pour pouvoir ensuite avoir des sponsoring, etc., quoi. En tout cas, oui, en tant que structure, quand j'étais avec MCES, je sais que c'est ce qu'on attend d'un joueur, c'est qu'il nous rapporte un peu de visibilité. Et lui, il pourra négocier forcément sa base de salaire et ce que lui il peut prétendre par rapport à la visibilité il pourra rendre normal. Bon, après, ça, du coup. Ouais, c'est comme un peu les influenceurs, ça marche un peu de la même manière. C'est système de partenariat avec les marques, parce qu'il y a des marques qui sont présentes sur les maillots des joueurs, comme une équipe de sport lambda, quoi. Et du coup, la visibilité, ça Elle s'achète. compte. Ouais, Ouais, clairement. donc du coup, plus le joueur est connu et plus ça vaut cher, quoi, de mettre sa marque sur le maillot. Mais c'est là où on intervient parce que effectivement, nous on a beaucoup de jeunes du coup en termes d'éducateurs. On n'est pas du coup coach que de joueurs professionnels, on va être principalement coach de jeunes amateurs et ils savent qu'il va falloir être présent sur les réseaux, il va falloir choper un peu ce qu'on appelle la fame ou devenir un peu famous sur les réseaux sociaux. Mais sauf que du coup, quand tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, etc., tu peux vite arriver à faire des petits dérapages sur les réseaux sociaux et
on sait que ça va très vite les dérapages sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que ça reste. C'est ça. Et un joueur en 2 tweets, il peut très clairement se ruiner. Et j'ai eu le cas de quelques joueurs qui avaient tendance à mettre des tweets un peu Border. Chaud, quoi. Un peu chaud, Ouais. quoi. compliqués. Et ils avaient juste pas conscience de ça. Et ils voulaient être joueur professionnel. Et je leur expliquais, au bout d'un moment, oui, tu vas être joueur professionnel, mais demain, quand une structure elle va vouloir t'apporter un salaire, elle va regarder, ok, est-ce que lui, si on le signe avec une marque, est-ce que lui, il met pas des tweets Ouais. Bon, voilà. Donc Même à c'est l'époque, là-dessus que quoi. c'est important. Même si tu postes, si t'as posté un truc border il y a 1 an, ça peut ressortir, quoi. Donc, Même si tu l'as effacé, malheureusement. ouais. Donc ça faisait partie de la formation, en fait. Ça, c'est une partie importante, en fait, de la formation. Clairement. Parce que ça deviendra notre rôle à terme, du coup, avec les jeunes. C'est à nous de les éduquer, entre guillemets. Le terme est un peu fort et un peu grand, mais quand même, ça reste le mot à employer. Mais c'est à nous de leur apprendre ça s'ils n'ont pas appris ça à l'école, s'ils n'ont pas appris ça avec les parents. Et pourtant, ça fait partie du domaine et du package un peu joueur professionnel, l'image qu'il y a autour. Bon, il faut leur apprendre. Après, c'est pas que ça, mais quand même. Dans la formation, tu parles donc tu sais, du côté mental, du côté... Et en fait, moi, je me suis toujours interrogé, est-ce qu'il y a aussi une partie où on vous forme à savoir interagir avec les parents, avec les proches? Parce que ça, c'est difficile aussi quand tu es dans un univers un peu comme ça avec des jeunes. J'avoue que moi, je sais qu'en tout cas, personnellement, j'ai pas eu de cours spécifiques à Ouais. comment appréhender un parent, etc. Après, dans tous les cas, quand on passe la formation au BPJEPS APT, on est sur le terrain, que ce soit toutes les vacances scolaires ou les mercredis ou les samedis pour la plupart des gens. Donc, ça va être majoritairement sur le terrain par le biais par lequel on va être confronté à ce genre de situation et qu'on va devoir apprendre. Après, dans l'étude des différents publics, oui, on va voir selon certains âges de public, il y a forcément des tendances qui vont revenir, en particularité avec le domaine de l'e-sport, forcément, hein, sans vouloir mettre une catégorie directement, mais il y a un certain âge où effectivement ils sont un peu moins ouverts au domaine de l'e-sport de manière générale, ou juste pas au courant de ce qui se passe et ce qui se fait, et voilà, ils sont un peu plus différents à gérer, on va dire. Mais non, du coup, pardon, non, on nous apprend pas du coup à gérer les différents parents. Ouais, D'accord. c'est l'expérience, en fait, qui parle, quoi. Et après, de toute façon, on est en structure, on est encadré, donc s'il y a un truc avec un parent, ça se passe mal de manière générale, on a un tuteur quand on est en alternance, donc voilà, normalement ça se passe. Mais effectivement, ça peut être un peu complexe. Il y a un videur, quoi. Le mec, il arrive, il chope les parents, il les fout dehors. Faut pas non plus, hein. Ah, c'est bon, tu comprends rien à l'e-sport, vas-y, tu sors, tu sors, tu sors. Ouais, il y a des parents qui arrivent quand même, qui sont pas très au courant et ils ont Ouais. beaucoup de questions. Beaucoup sont curieux, donc on est là aussi pour les mettre au fait et avoir beaucoup des discussions. Ça part beaucoup par des discussions quand même. Oui, s'ils sont ouverts à la discussion, en fait, c'est ok, hein, parce que du coup, tu peux leur expliquer, voilà, c'est pas leur domaine, donc ils ont jamais joué peut-être, donc leur expliquer ce que c'est un jeu vidéo, les addictions, parce que c'est surtout ça la peur des parents, je pense, c'est l'addiction. La grosse crainte, elle est là. Et beaucoup, en tout cas, l'utilisent comme un peu le bâton et la carotte, quoi. C'est une récompense. Après, donc ça va dans l'échange avec... Enfin, j'ai eu beaucoup de types de parents, hein. Certains poussent leur enfant à se mettre à l'e-sport, certains vont encourager effectivement l'enfant par le fait en mode, bon, tu me ramènes un bon bulletin, ok, je t'inscris à tel truc, ok, tu peux faire tes sessions e-sport gaming pour l'année, pour le trimestre, etc. Voilà, c'est une sorte de récompense. Tu remplis ta grille de bons points et t'as le droit de jouer à Mario Kart, quoi. Voilà. Et au moins, les parents, Pendant des heures. ils étaient au courant que c'était une pratique un peu encadrée. Dans le sens où Oui, le gamin, oui. il était juste pas là à faire sa session, à s'enfermer dans sa chambre. Il était pas tout seul, encadré avec d'autres enfants. Enfin voilà, et avec une pratique sportive. On peut passer du coup peut-être à la MCS Academy pour expliquer un petit peu plus justement cet encadrement-là. Donc juste pour expliquer aux personnes qui connaissent pas le concept, la MCS Academy, donc c'est une journée où le matin, le groupe d'enfants que tu encadres va faire du sport et l'après-midi, ils vont faire de l'e-sport. Donc tu vas les encadrer sur des jeux vidéo comme Valorant, Fortnite, League of Legends. À quoi ressemble une journée type pour toi en tant que partie de l'encadrement? Alors pour l'accompagnement autour de l'académie ou des stages de manière générale, donc les stages ça va être pendant les vacances scolaires et l'académie ça va être de manière générale la semaine, le mercredi ou le samedi. Journée type ça va être le matin on arrive, comme toute personne qui travaille, ça va être ouverture de mail, etc. classique. Ensuite, une fois qu'on a fait ce petit check tranquillement,
on va préparer potentiellement la séance. Si on prépare la séance le jour même, généralement les séances sont quand même prêtes avant. Je sais que pas forcément les séances sportives, parce qu'il faut préparer la séance de sport et la séance e-sport. Je sais que moi, mes séances d'e-sport, je les faisais en planning un peu mensuel, trimestriel, semestriel et à l'année de manière générale. J'avais un suivi un peu global, donc j'avais mes séances quand même assez prêtes. Mais au moins, voilà, je recheckais un peu mes séances. Je vérifiais surtout je faisais principalement les séances sur Fortnite. La problématique avec Fortnite, c'est un peu les mises à jour. Tous les 3 matins, il y a une mise à jour où il y a une arme qui disparaît, où il y a une rota qui change, où il y a un spawn qui a changé. Bon, voilà. Donc il fallait faire le petit check où généralement la map qu'on va utiliser pour telle session elle est plus à jour, ou ils ont enlevé la map, ou elle bug. Bon, il y a un petit check quand même à faire. Donc une fois que le check il est fait, que la séance elle est prête, pareil, on fait le même check pour la séance sportive, on s'assure que tout est bon, que le matériel est présent, etc. Là, on prépare les documents pour faire l'appel, pour le moment J, etc. Après, généralement, j'avais pas forcément que l'académie à gérer sur la journée même où il y avait l'académie. Donc l'académie, c'était une session de 2 heures, donc sur la journée, donc voilà. Et sur les stages, c'est la journée complète. Donc une fois que tout ça c'était prêt, grosso modo, j'étais prêt à recevoir le public. Donc après, à l'arrivée du public, il faut faire l'appel classique. S'il y a des personnes qui sont pas là, il va falloir appeler les parents, etc. Faire le check, comprendre pourquoi. Ne pas lancer la séance ou ne pas démarrer, en tout cas, ou ne pas partir au sport tant qu'on n'a pas fait le check, que tous les parents, etc. soient appelés. Une fois que ça c'est bon, on va au sport, on fait la séance de sport. Une fois qu'on a fini la séance de sport, on fait la séance de gaming. Et une fois que tout ça c'est fait, on rend les enfants aux parents. et voilà, normalement la journée est terminée. Et du coup, comment ça va se passer en fait? Moi, je connais pas trop. C'est quelque chose qui se passe toute la semaine, du lundi au samedi, ou c'est juste certains jours? Comment ça se passe Alors, pour la pour les partie enfants? académie, ça va être, du coup, vu que la semaine générale, les enfants sont à l'école et qu'on va pas faire Ouais. forcément des créneaux le soir, ça va être le mercredi après-midi, donc une séance de 2 heures, c'était 14h, 16h la séance. Et le samedi, c'était 10h midi. Donc c'est vraiment une petite séance de 2 heures. Sur les 2 heures, il y avait 1 heure de sport, 1 heure de gaming, grosso modo. Bon, c'était 45 minutes, 1h15, parce que sinon ils n'étaient pas contents. Mais on faisait un truc un peu bien intensif. Et après, sur les semaines de stage, par contre, là, c'était vraiment du lundi au vendredi, intense. Enfin, c'était semaine complète pleine. Et là, c'était matinée complète, comme disait Marilyn, matinée complète sportive et après-midi complète e-sportive. D'ailleurs, Marilyn m'a accompagné sur beaucoup de ces journées. C'est quoi les types de sports que tu leur faisais faire? Il y avait des trucs, tu t'adaptais en fonction du public, c'est-à-dire, mettons ils aiment pas faire ce type de sport. Enfin, il y avait un truc en particulier ou pas? Alors c'est pas, je m'adaptais quand même au type de public, parce que enfin c'est pas, il me disait on veut pas faire tel sport, on faisait pas, mais quand même il fallait que je m'adapte à plusieurs choses. Oui, l'âge du public, forcément. Bon, après pour l'académie, généralement c'était du public autour de, allez, entre 9 et 16 ans maximum, pas en dessous de 9 ans généralement et pas au-dessus de 16 ans. Bon, ça m'est arrivé quand même, hein, mais voilà, on s'adapte sur ça. Et ça va être tout type de sport. Après, moi, je vais surtout faire en fonction du lieu dans lequel je peux les accueillir, dans le sens où quand j'étais à l'académie classique, on avait accès qu'à une petite salle de sport, donc c'était beaucoup de circuit training et un peu de jeux de balles d'intérieur avec des balles en mousse, etc. Donc c'était des jeux un peu ludiques et un peu sportifs, intenses pour une séance de 30 à 45 minutes. Et après, quand c'était vraiment les journées de stage, là, on partait on avait des terrains de football à disposition, on pouvait faire du foot, on pouvait faire de la tech, on pouvait faire du beach volley, on avait des terrains de beach en sable à disposition. On avait même des terrains de paddle à disposition. Donc voilà, c'était un peu multisport varié. Tous les jours, j'essayais de varier le sport et de faire une activité différente pour au moins faire découvrir à tout le monde au moins 4 sports dans la semaine. Et on finissait la semaine par un rassemblement de tous les sports en mode olympiade avec récompense, etc. Olympiade du matin sportive, Olympiade de l'e-sport l'après-midi, on combine le résultat de tout et on faisait gagner des maillots, etc. Oh, c'était Trop sympa. cool ça. Ouais, c'était très sympa. Ça les motive quoi. Les gosses, ils Clairement. aiment bien les trucs comme ça. Ouais. À leur âge, je pense que des stages comme ça, moi, j'aurais J'aurais rêvé. J'aurais Ah kiffé, ouais. ouais. J'aurais dit maman, inscris-moi. Ça, c'est S'il te plaît, pitié. Mon fils, c'est pareil, hein. Il me dit, ah, moi, j'aimerais bien faire un truc où je Ouais. joue à Minecraft toute la journée. Dans l'idée, c'est un peu ça. Non, mais clairement. Avec tes copains en plus, donc c'est vachement cool quoi, t'es pas tout seul.
Quand tu vas avec un groupe, c'est sympa. Après, effectivement, beaucoup d'enfants, les parents les amenaient aussi parce qu'ils avaient un peu de mal à se faire un peu un groupe de potes. Et vu que Mm. c'était un peu leur environnement autour du gaming, etc., ils partaient du principe, ce qui n'est pas déconnant du coup, que en vue du fait que c'est un truc autour du gaming, bah, forcément, il va peut-être se faire des potes un peu physiquement autour du gaming, etc. Bon, après, la réalité, c'est que si on a quelqu'un qui est sur Minecraft et qu'on a quelqu'un qui est sur League of Legends, bon, ça reste du gaming, mais c'est quand même deux univers un peu différents. Ils vont pouvoir être potes, hein, y a rien à dire, hein, mais bon, voilà, il y a cette C'est pas la réalité même quand même. personnalité. Voilà, les parents, ils le prennent pas encore en considération, mais on explique, donc voilà. Ouais, c'est presque comme si tu jouais, tu faisais de la course à pied et l'autre il fait du badminton, tu vois. C'est quelque part c'est du sport, mais c'est Exactement. pas, ils parlent pas le même langage, quoi. C'est vrai faudrait que j'utilise un peu plus ce biais-là. Alors du coup, comment ça se passe un coaching sur des jeux vidéo? Du coup, tu vois quelqu'un qui joue mal, tu l'arrêtes, tu fais ah mais c'est de la merde ce que tu fais. La violence. Ah, alors, pas directement. Alors, ça va dépendre. Il va y avoir des sessions où, quand ça va être à l'académie, etc., ils vont être en physique, donc je vais être derrière eux. Donc là, forcément, quand je vois qu'il y en a qui vont faire un peu n'importe quoi, je vais me permettre en plein pendant la partie de leur dire attends, là, hop, ou attends, là, c'est le moment où il va falloir que tu te concentres et que je vois qu'il est éparpillé dans tous les sens, il discute avec son camarade, etc. Je me permets de les reprendre. Après, généralement, ça va être, ils sont focus dans leur session et ça va être en débrief d'après. Déjà, eux-mêmes, ils vont me faire un retour sur ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de mal pendant leur action. Et ensuite, ça va être une discussion, un échange. Et après, quand je peux, de manière générale, il faudrait que je fasse de la review de game, que je revoie la partie avec eux, etc. J'ai fait des sessions académiques où on faisait des reviews de partie, etc. Mais les sessions académiques, le faire sur un seul jeune pour un groupe, un collectif de 10 à 15 personnes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Il y a du moment où tu coaches plusieurs joueurs en même temps sur le même jeu, en mode ils sont en équipe et puis on y va, quoi. Parce que j'ai toujours l'image du coach e-sportif, la même chose que le coach de foot, tu vois. Il est sur la touche et il place ses joueurs, il change sa technique, sa stratégie, etc. Donc, Là, on va dire, disons que ça va être une sorte de. Il faut plus le voir alors comme un formateur, dans le sens où, oui, ça va être une salle où ils vont être une quinzaine peut-être dans la salle. Les 15 vont être sur le même jeu. Il va y avoir un objectif de séance. Par exemple, si on va prendre un exemple concret, hein, on va prendre une séance sur Fortnite. L'objectif de la séance, ça va être de travailler son aim, donc de travailler sa visée sur Fortnite, ce qui est une particularité, etc. Et on va faire des exercices du coup autour de ça. On va faire de la théorie sur comment travailler son aim, comment peut-être observer les bons paramétrages à bien vérifier pour essayer d'avoir les bonnes sensibilités, les bons trucs, etc. On va travailler des exercices sur ça et ensuite on va le mettre en situation réelle en game. Donc l'avantage d'être dans une salle où on est une quinzaine, c'est qu'on peut faire des exercices pratiques où on est tous dans la même salle et ça pour le coup c'est très convivial. Quand tout le monde se met un peu sur la tête et que ils sont tous un peu à côté de toi, donc c'est tout de suite, ça crée un moment très fun. Et dans l'entraînement, vu que chacun a un peu son niveau, chacun vient un peu avec son niveau à l'académie, ça crée des sessions un peu réalistes où ça fait comme dans une game réelle où tout le monde a un peu du niveau. Donc forcément, il y en a qui vont dépasser un peu les autres. Et ça va entraîner un peu tout le monde. Celui qui est un peu plus en dessous, le fait de s'entraîner contre des gens qui sont plus forts, ça va le permettre de rattraper. Et l'autre, même s'il est un peu plus fort que l'eau, il va pouvoir au moins travailler ses bases. Et l'objectif, c'est que lui, il minimise ses erreurs, etc. Donc chacun, je leur donne des micros-objectifs propres à leur niveau, etc. Et ça leur permet de faire une séance un peu collective. Ouais, c'est vraiment personnalisé, quoi, le coaching, quoi, en fait. Il faut quand même adapter parce que si ce serait trop beau que tout le monde arrive avec le même niveau. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des groupes un peu homogènes, surtout lors de stages, où là j'ai des groupes un peu qui viennent un peu, ils se connaissent, ils sont 2, 3, 4, 5, et ça fait 2, 3, 4, 5 personnes qui ont un bon niveau, contre 2, 3, 4, 5 personnes qui ont un bon niveau, ça crée un stage assez sympathique et bien sportivement parlant, c'est bien sympa. Mais ouais, sinon il faut adapter au maximum. Et tu joues avec eux au jeu pendant que tu les coaches ou même après Ça peut m'arriver. Généralement, après la session théorique, il y a une petite session. En gros, on fait la théorie d'abord un peu où je leur explique les bases, etc., les trucs qu'il faut savoir. Et ensuite, l'entraînement classique. Et après l'entraînement, il y a généralement une petite session fun. Et généralement, au moment de cette session fun, je joue avec eux. Après, il faut savoir que, surtout sur Fortnite, c'est un jeu un peu d'ego. Tout le monde veut être plus fort que tout le monde. Donc, ils veulent tous battre le coach. Donc, c'est pas très très fun pour moi. Après, je me débrouille. Donc, pour la plupart, ça va, je me débrouille. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fun pour moi. Mais je joue quand même avec eux de temps en temps.
ils me tapent un peu la tête et des fois, je leur tape un peu dessus. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton métier au quotidien? C'est quoi ton truc préféré? Bah, en vrai, travailler dans l'e-sport, je pense que par définition, je peux m'arrêter à juste dire ça. Je pense que c'est incroyable. Moi, c'était un objectif, pour ne plus dire un rêve, même si ça le reste quand même, ça le restait. Donc non, incroyable. Je ferai tout pour essayer de continuer dans ce domaine-là. Maintenant que je suis à mon compte, on essaie de continuer à faire des petites missions par-ci par-là pour continuer à rester là-dedans. Donc non, 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 très, très cool. Enfin, je remercie beaucoup les gens qui m'ont permis d'avoir cette opportunité et qui m'ont permis d'en être là. Et je me remercie moi-même aussi pour en être arrivé là. Ouais, franchement, bravo, hein. Parce que c'est un cercle très très fermé. C'est un peu comme le cinéma. Je crois qu'on en avait discuté dans un autre épisode avec Alex, mais c'est un cercle très fermé. Donc pour y rentrer, il faut déjà il faut avoir des cojones, hein, parce que faut faut y aller quoi. Il faut défoncer des portes. Et bah bravo, tu l'as fait. Est-ce que t'as une petite anecdote avec un enfant coaché ou dans ton travail, quoi, une anecdote qui t'a vraiment marqué Il y en a quand même pas mal. Après, pour pas trop afficher tout le monde, je vais en donner une assez simple. On a fait une compétition où on a eu la chance d'être invité en Arabie Saoudite pour participer à une compétition. Et du coup, en tant que coach de l'académie, on pouvait ramener 2 joueurs de l'académie. Donc, on a fait des sélections pour sélectionner les 2 meilleurs joueurs de l'académie. On les a pas choisis comme ça, histoire qu'il y ait un mérite dans le côté un peu compétitif dans la salle. Malheureusement pour nous, au moment du départ, donc forcément il fallait prendre un avion. Donc on a sélectionné un jeune qui avait 14 ans à l'époque, donc c'est très jeune quand même pour faire un voyage. Donc il a fallu que son père nous accompagne, son père est venu avec nous. Et en fait, dans l'aéroport, vraiment, je pense que c'est un 14 ans, voyage en Arabie Saoudite, on compte sur toi pour une compétition e-sport, t'es au centre de l'attention. Je pense qu'il y a eu un mélange de plein de trucs. Et il nous a fait une mi-crise d'angoisse, mi-crise. En gros, il nous en a mis partout dans l'aéroport. Ah. Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, ça s'est pas arrêté. C'est qu'en fait, Ah oui. il était, en gros, il était malade. Ah ouais, c'est. Voilà. Donc en gros, on a passé 4 jours de compétition où un de nos 2 joueurs qu'on a sélectionnés était malade, avec son père qui était là. Enfin, c'était un peu compliqué, mais je pense qu'il en garde un souvenir exceptionnel, mais bon, c'était quand même un peu triste. Il a pu jouer quand même ou pas? Il a pu jouer, mais du coup, on a passé une journée dans l'attente et tout pour l'organisation du truc et tout. Enfin, il était aux toilettes toutes les 5 minutes, c'était compliqué, très compliqué. Bah, tu vois, c'est bien parce que ça illustre en fait le côté pression au final. Clairement. Et c'était une des questions qu'on avait, tu sais, c'est au final, les gens, est-ce qu'ils se rendent compte des efforts qu'il faut faire pour devenir joueur professionnel? Parce qu'au final, e-sport, c'est des vrais concours sportifs, quoi. Donc, il y a une pression monumentale, quoi, sur tous ces jeunes. Et ils sont tous plus ou moins jeunes. Et donc, pour gérer cette pression, c'est aussi, j'imagine, un de tes boulots en tant que coach e-sport, quoi. C'est de les accompagner dans cette gestion du stress. Après, la réalité, c'est qu'on peut pas être à leur place, donc chacun va avoir sa gestion un peu de manière générale. Mais effectivement, l'idée, c'est d'essayer de les accompagner au maximum, de leur donner le plus de clés possible pour qu'au moment voulu, ils soient au plus à même d'utiliser 100% de leur capacité pour être compétents et performants sur le moment où on attend d'eux d'être performants. Et moi, je respecte beaucoup les jeunes joueurs que je vois aujourd'hui faire de la scène devant pas mal de gens, en plus du stream, etc. Parce que c'est une vraie pression à gérer. Et d'un point de vue extérieur, vraiment, on s'en rend vraiment pas trop compte. Et même moi, déjà, d'un côté coach, bon, je vous avoue que c'est clairement pas la même pression. Mais déjà, je ressens un peu ce truc. Je me dis, franchement, mais tu me mets 6 ans de moins, je suis pas sûr que je la bois de la même manière, la pression, quoi. Mais donc, non, c'est c'est pour ça qu'il faut être entouré, encadré. C'est pour ça qu'un jeune joueur aujourd'hui qui veut se lancer, ben, il va falloir qu'il se rapproche potentiellement d'une équipe professionnelle qui va lui permettre d'avoir des gens qui l'encadrent et qui l'accompagnent, même si beaucoup de jeux aujourd'hui permettent de faire son petit bout de chemin seul en tant que joueur professionnel. Je prends l'exemple de Fortnite qui permet de quand même participer aux compétitions de chez soi, etc., sans avoir de structure à représenter, etc. Mais ça reste important parce que le jour où il y a des déplacements officiels, etc., et des compétitions à faire, si vous n'avez pas ce bagage et cet accompagnement qui est avec vous derrière, ça peut être un peu complexe. Après, si vous avez 25 ans, 30 ans, ça va, mais à 14 ans, 15 ans... Cette réaction
du petit, au final, c'est des réactions que tu vois partout. C'est-à-dire que tu le vois au théâtre, il y a je sais pas combien d'histoires d'acteurs qui racontent qu'avant de rentrer sur scène, bah, ils étaient malades. T'as des joueurs, t'as plein de trucs comme ça de joueurs de foot américains, tu sais, sur le terrain qui d'un coup sont hyper malades, mais c'est la gestion de la pression qui est des fois trop dure et voilà quoi. Ouais, Clairement. surtout pour des enfants, quoi. Bah, en plus, ouais. Moi, quand je vois qu'elle se met la pression juste parce qu'il a oublié un truc dans son cartable, je me dis, bon, tout va bien, t'as oublié un stylo, quoi. Donc, ça va. Nous, dans notre sélection à la base, on a quand même essayé de le prendre en considération. C'est-à-dire que même si le mec avait gagné le challenge qu'on avait mis en place sur l'instant T, si on savait que c'était quelqu'un qui, de manière générale, allait pas prendre le truc au sérieux, allait voilà, réagir comme un enfant normal de 13-14 ans réagirait de manière générale, on l'aurait pas pris. Mais d'autant plus, en plus de cette sélection un peu qu'on a faite, il y a eu ce... Enfin voilà, ça, on peut pas y échapper. Enfin, si on peut, mais pardon, mais ça reste un peu complexe. Bah, tu peux pas prévoir, je pense, le degré de stress que le petit va se mettre. En fait, je pense qu'au début, peut-être, il avait l'excitation du truc. Ah, j'ai été pris, je vais aller en Arabie Saoudite, c'est incroyable. Et au moment à l'instant T, tu te dis, ah, en fait, c'est plus gros que ce que je pensais. Et du coup, Bah, il est ça devient stressé, réel. quoi. Je pense Ouais, qu'il a oui, c'est ça. réalisé, ouais, clairement. Et du coup, moi j'avais une question par rapport à, tu sais, moi j'entends beaucoup. Alors, j'ai fait coach de foot pour mon fils et j'ai fait ça une saison. Ça m'a calmé, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est bon, jamais plus je le ferai. Donc, beaucoup de respect pour ce que tu fais parce que franchement, c'est hyper dur. Mais j'ai aussi, on voit beaucoup d'histoires, tu sais, dans le foot notamment, sur, tu sais, les éducateurs sportifs qui se font agresser ou les parents qui sont un peu trop, tu vois, à pousser leur gamin pour qu'il soit le prochain Mbappé. Et du coup, est-ce que tu as ça un peu dans l'e-sport ou pas encore? Alors, si, on l'a clairement dans l'e-sport. Après, pour prendre le petit parallèle avec le foot, pour revenir un peu à MCES, pour expliquer un peu la jeunesse de MCES rapidement, mais sans rentrer trop dans le détail, mais à la base, c'était quand même le principe des fondateurs d'MCES, c'était de ramener un peu ce côté sportif, accompagnement sportif, sans qu'il y ait les parents contact au niveau du terrain, qui soient là à mettre de la pression aux gamins, justement, pour éviter ce côté projet Mbappé, ce côté on met de la pression à des gamins qui n'ont pas forcément envie d'être là. Et là, du coup, on a eu ce même principe un peu avec l'e-sport, c'est-à-dire que bah, de base, après, naturellement, ça s'est peut-être pas fait, mais je sais qu'ils auraient été contre de toute façon, mais les parents n'ont pas forcément le droit d'être présents sur les séances, etc., etc. Donc, de manière générale, c'est tu lâches ton gamin dans la salle avec l'éducateur, la porte elle est fermée, au revoir, tu le récupères à la porte, à la sortie de la séance, comment s'est passée ta séance, point barre. Il n'y a pas d'interaction plus directe. Le seul moment potentiellement où les parents sont vraiment directement avec les jeunes, c'est quand on va faire des petites compétitions, comme on a eu l'occasion d'en faire avec la ville de Marseille, etc. Et là, effectivement, on voit les parents qui sont un peu... qui sont venus mettre de la pression. Je le vois, c'est marrant cette façon de faire, tu sais, de dire, ok, là c'est l'entraînement, donc vous venez pas. C'est un truc qui est de plus en plus mis en place ici. Moi, j'habite aux US et quand je lâche mon fils pour le basket, on n'a pas le droit de rester, nous les parents. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que derrière, c'est incroyable. Les parents, c'est instinctif, quoi. C'est fais ci, fais ça, mais arrête de lui dire. Il y a un coach pour ça, quoi. Et on se rend pas compte de la pression que ça peut Ah, encore une c'est fois incroyable. mettre à un enfant. C'est Ouais. Bah, vraiment c'est comme pas quand on très, apprend un pas truc, très hein, sain. qu'il y a quelqu'un derrière nous qui nous regarde, bah, on va forcément faire une connerie parce qu'on est tellement stressé que le gars derrière il nous regarde que là je pense que c'est pareil en fait, hein. Et Ah, on est même tous quand tu as envie de fautifs. bien faire, ouais. Quand tu as envie de bien Ouais. faire, trop bien faire, tu vas vouloir Ouais. être un peu dans l'excès sur chaque petite micro-action que tu vas réaliser ou penser que tu vas avoir, ça va être dans une intention de. Et à partir de là, c'est biaisé parce que tu es plus 100% concentré sur l'objectif dans lequel tu t'es lancé, qui était le terrain ou le jeu vidéo pour nous, l'e-sport. Donc, non, c'est clair que c'est. Si on peut les extraire, on extrait. Ouais. T'as déjà eu des parents difficiles, du coup, à gérer? Alors, difficile, je dirais pas quand même. Un peu dubitatif, voire très non sur le domaine du jeu vidéo, etc. Ouais. Oui, j'en ai eu. Donc là, c'est ce que tu disais, c'est de la communication, les convaincre que bah il y a vraiment un suivi, que c'est vraiment. Bah, les convaincre, je dirais quand même pas. Je suis pas là pour les convaincre, parce qu'après, ils ont le Ouais. droit d'être pour ou Oui, d'être oui. contre. Moi, je suis là après pour justement leur expliquer que bah, le principe d'un accompagnement, si vous, le problème que vous expliquez, c'est que votre enfant, il est en train de s'enfermer chez lui, en train de jouer aux jeux vidéo tout seul, il sort plus,
il fait que jouer, il pense qu'à ça, il vient plus manger à table, etc., qu'il n'y a plus de communication entre vous, bah, déjà, les parents, je le vois, qui font le pas d'essayer de comprendre dans quel domaine ou le domaine dans lequel est en train de s'intéresser leur enfant. Déjà, ça fait une première différence parce qu'en termes de C'est déjà communication, bien. c'est plus la même chose. Même si vous comprenez pas, déjà le fait d'essayer de comprendre, ça fait déjà une vraie différence. Et dans les échanges que j'ai eu la Ouais. chance avec l'année dernière avec Intersport, Nike et Adidas de faire un tour de France avec un van. Donc vraiment, j'ai rencontré du public vraiment de toutes les régions de France. Et vraiment, il y a ce côté où j'ai vu les parents, quand ils arrivent, ils voient l'installation, donc ça en met plein la vue aux enfants, logique. Ouais. Il y en a, ça se voit déjà à la tête. Ils arrivent, ouf, tac, ça tombe. C'est en mode, oula, non, là, tu vas pas jouer aux jeux vidéo, là. Non, non, non. Donc, oui, il y a ce truc d'expliquer, ok, mais là, il va être accompagné. On va lui donner des bons conseils qu'il va pouvoir reproduire chez lui sur comment s'asseoir, faire attention à la surveillance. Enfin, voilà, à plein de choses. Donc, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de prévention autour de ce que c'est pas juste on les met derrière un écran et on les enferme. C'est encore le cas aujourd'hui parce que du coup le regard sur l'e-sport change quand même. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup la popularité de l'e-sport a explosé quoi. Donc du coup, est-ce que c'est le même regard que tu as aujourd'hui de la part des parents ou est-ce que ça a changé? Alors pour moi, il commence à évoluer. Après, ça fait quelques années là que j'ai la chance d'être sur le terrain, donc et je suis un des rares seuls à être sur ce terrain-là particulièrement parce que j'accompagne beaucoup de publics amateurs. Donc je suis souvent confronté aux parents, là où les autres coachs dans le même domaine que moi sont plus confrontés aux parents, mais des parents de joueurs professionnels qui gagnent un salaire, etc. Donc c'est tout de suite pas la même sécurité de mon enfant veut arrêter l'école pour être joueur professionnel et gagner un salaire, ok, mais mon enfant veut arrêter l'école pour se lancer et devenir potentiellement joueur professionnel, c'est tout un autre chose. Du coup, ouais, j'ai eu la chance d'être quand même beaucoup au contact des parents. Ça évolue, on n'a plus les mêmes discours. Voire, comme je le disais, on se rapproche. Il y a certains parents qui sont un peu trop dans le je le pousse pour qu'ils Ouais. deviennent ça. Même si bon, ça reste quand même pour la plupart, c'est leur passion et c'est ce qu'ils aiment faire. Mais il y a beaucoup de parents derrière. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose de manière générale. Mais il ne faut pas que ça aille dans un excès comme on peut le voir dans le foot, quoi. Et il y a une progression d'un jeune que tu as suivi qui t'a marqué? Il y a deux petits jeunes, mais dont du coup le pauvre, mais le fameux jeune qu'on a ramené en Arabie Saoudite, c'est un jeune que j'ai détecté. Non, c'est un grand mot, mais que j'ai trouvé. On a fait un tournoi avec la ville de Marseille. Le but, c'était d'identifier le meilleur joueur de la ville de Marseille sur Fortnite. Donc, sur plusieurs semaines, les gens venaient se qualifier dans un espace dédié par la ville de Marseille. Et à la fin, il y avait une finale à l'espace Bargemont, dans sur la mairie de la ville de Marseille. Et en gros, bon, il a pas gagné cette compétition ce jour-là, mais c'était un des jeunes que je connaissais pas moi, qui faisait pas partie de l'académie, parce que forcément les jeunes de l'académie avaient participé à cette compétition, hein, forcément il fallait challenger un petit peu. Et il avait fait une très bonne prestation sur cette compétition, et on lui avait proposé du coup de rentrer à l'académie au départ offert. Ensuite, du coup, il a pris son abonnement académique, et par la suite, il a eu la chance de participer avec nous au voyage en Arabie Saoudite. Donc non, une bonne petite pépite, un jeune joueur manette. Est-ce que toi aussi tu joues du coup à des jeux compétitifs? Est-ce que tu fais des compétitions? Alors oui, après, pas des compétitions en termes e-sportivement parlant professionnellement. Après, je fais tout ce qui est type ranked sur les jeux type Rocket League, Fortnite, Valorant, League of Legends, etc. Donc forcément, vu que je dois être un peu au fait sur pas mal de jeux, je joue à quand même pas mal de jeux. Après, c'est quand même les jeux qui proposent un parcours autour de la compétition sportive. Sinon, j'y joue quand même peut-être certains jeux non compétitifs, j'y joue. Et j'essaie de me concentrer déjà sur ce compétitif, ça fait déjà quand même pas mal de jeux. Ouais. Donc oui, je joue quand même à pas mal de jeux en compétitif. C'est lequel ton préféré? En vrai, ça dépend du moment. Ouais. Après, avec l'académie d'MCES, c'était principalement Fortnite. Parce que du coup, forcément, pour être au fait, j'étais beaucoup dessus. Donc, c'était un peu mon jeu du moment. Avant ça, c'était Rocket League. Parce que j'ai voulu commencer en étant coach sur Rocket League. Et là, en ce moment, ça va être des jeux type Valo, LOL. Et en vrai, un peu de CS. Je suis en train de m'y remettre. Ouais. Et tu passes combien de temps à jouer du coup, par jour? En vrai, je dirais, j'ai une moyenne de 2 à 3 heures par jour. Ça va. Oh, ça va. Ce qui reste ok. Non, je suis pas un grand gamer,
Après, bon, j'ai des périodes, hein, comme tout gamer, je pense. Il y a des moments où il peut y avoir des semaines où je vais jouer beaucoup plus, ou des moments où il y a des semaines où j'aurais pas forcément la tête à jouer et je jouerai pas. Et est-ce que tu passes du temps à faire de l'analyse vidéo? Genre, tu vois, maintenant les mecs se filment tout le temps, enfin, ça fait partie de l'e-sport, hein, de streamer, etc. Est-ce que tu fais aussi de l'analyse du coup de gros joueurs et tout Alors, je sais que moi, avec l'académie, je sais que j'ai préparé des sessions où je faisais de l'analyse. Donc, par exemple, des fois, il y avait, si je prends encore une fois l'exemple de Fortnite, il y avait les FNCS qui est la compétition sur Fortnite. Donc, quand elle était gagnée par quelqu'un, effectivement, j'avais tendance à prendre tout simplement, bon, après, ça c'est classique, hein, je prends l'aspect du mec qui a gagné les FNCS, je prends les quelques meilleures games qu'il a faites et une des mauvaises games qu'il a faites et j'essaie de leur faire un retour sur, on va voir pourquoi potentiellement, qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres n'ont pas fait qui lui a permis de gagner la game. On se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de facteurs chance majoritairement dans beaucoup d'actions, mais c'est quand même du travail de par le fait qu'ils minimisent les erreurs pour maximiser leur performance. Et ça, pour le coup, ça compte. De par la préparation, de la rotation, du déplacement, de la première partie de jeu, deuxième partie de jeu, troisième partie de jeu, etc. Ouais, parce qu'il y a du raisonnement quand même, il y a de l'organisation, c'est pas on va par hasard à gauche, c'est parce que bah, voilà, l'emplacement il est le bon, quoi. Après, il y a des faits de jeu, mais la réalité, c'est qu'effectivement, mieux tu es préparé en amont sur comment va se dérouler ta game, mieux ta game se déroule, plus tu anticipes les scénarios, plus ça se passe après. On n'est pas à l'abri de plein de scénarios possibles, Ouais. mais tant que tu sais à peu près où tu vas, vous avez une organisation, vous savez comment chacun joue, surtout si vous êtes en duo, trio ou squad, c'est un peu différent. Donc, c'est toute une organisation et ouais, il faut coordonner un peu tout ça. Et d'ailleurs, tu donnais des cours, parce que donc, comme tu dis, il y a duo, trio, squad. Est-ce qu'il y avait plus de solo ou est-ce qu'il y avait pas mal aussi de joueurs qui voulaient jouer en squad? Parce que c'est pas le même gameplay, quoi. Alors, en vrai, je dirais même que à l'académie, principalement, on avait beaucoup de joueurs qui aimaient bien le solo. Parce que en mode, c'était vraiment des mecs un peu qui, bah déjà, ils aimaient pas jouer avec forcément des gens, qui voulaient jouer que sur leur propre gameplay. C'est des mecs qui se concentraient que sur leur gameplay. Donc après, ça s'adapte dans des teams à plusieurs, mais plusieurs profils identiques, ça s'adapte pas forcément ensemble. Mais je dirais même que c'était plus ce qu'on appelle dans le milieu des creative warriors, pardon. Donc c'est-à-dire c'est vraiment des mecs qui j'allais dire se la butent, mais qui full, c'est ça, quoi. qui jouent beaucoup au mode créatif pour travailler les mécaniques autour de Fortnite, parce qu'il y a quand même beaucoup de mécaniques à avoir. Les mécaniques ne font pas tout, parce que je me tuais à expliquer à beaucoup de mes joueurs. Ça fait quand même beaucoup sur Fortnite, donc après c'est beaucoup pour faire le beau, pour flex, etc. Mais voilà, donc j'ai beaucoup de joueurs qui étaient dans ce profil-là et qu'il fallait réadapter à je passe de Creative Warrior à un bon joueur de compétition solo ou duo. Ouais, parce que la communication, c'est un élément clé, en fait, quand tu joues en équipe, quoi. Sinon, tu cours à ta perte. Enfin, tu fais courir ton équipe à la perte. C'est ça le pire. Très clairement. Et là, je vous avoue que la difficulté dans mon rôle, c'est qu'à 14 ans, quand on se met à 4 dans une même squad, c'est tout de suite compliqué de faire respecter une consigne. Donc, c'est là l'intérêt. Après, de toute façon, ceux qui ont envie d'être professionnels, je mets des guillemets entre guillemets, parce que, bon, tu participes à des compétitions, mais tu n'es pas un joueur pro entre grandes guillemets. Mais pour être professionnel, déjà, il va falloir travailler la communication, travailler des tactiques, se retrouver peut-être avant pour s'entraîner tous ensemble, faire des... Enfin, voilà. Donc, c'est des choses qu'il va falloir mettre en place avec rigueur et sérieux. Ouais, parce que les compétitions, elles sont pas uniquement en solo. Enfin, je parle pour Fortnite, mais c'est encore pire pour League of Legends. Il n'y a pas de... À part la solo queue, quoi, mais quand tu es en ranked, mais en compétition, tu es à 5, quoi. Donc, il faut absolument apprendre la communication dans l'équipe. Et du coup, c'est top parce que c'est des skills que tu peux rapporter à la vie réelle, puisque quand tu travailles en équipe, forcément, il faut la communication. Il y a des choses qu'on développe avec les jeux vidéo, non, dans la vie réelle. Oui, clairement. Bah déjà, tu as pris l'exemple de la communication. Déjà, si tu arrives à t'exprimer ou... En tout cas, il y a des choses qu'on va pouvoir déceler à travers ta façon de jouer et qu'on va pouvoir travailler en plus. Donc déjà, naturellement, si tu es dans un groupe, tu es en train de jouer, tu es celui qui va tu es celui qui va communiquer, tu es celui qui va dire « Ah les gars, on va ici, on fait ça, on fait ci, on fait ça. » Mais effectivement, on décèle déjà en toi un potentiel déjà de leadership qui va se retrouver dans le gaming, certes, mais potentiellement demain, quand tu vas être amené à travailler ou à gérer des groupes de travail ou de manière générale, bah, tu vas pouvoir leader des groupes et c'est des compétences qu'on va pouvoir déceler chez toi.
Effectivement, il y a pas mal de choses sur ce type-là, en termes de réactivité aussi, qu'on va pouvoir déceler chez des joueurs qui leur seront utiles dans leur vie professionnelle de demain, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être joueurs professionnels de jeux vidéo. Non, mais c'est quand même pour ça que c'est intéressant d'être encadré, du coup. Au-delà de sociabiliser avec d'autres jeunes du même milieu et tout, ça favorise le développement de compétences, en fait. Très clairement. Après, à 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils ne sont Oui. pas encore à... Certains, enfin, il y a dans le discours des parents quand même. C'est-à-dire que nous, on doit leur expliquer ça quand même aux parents, qu'il y a quand même un intérêt à tout ça de manière générale. Après, je ne vous cache pas que de manière générale, l'élève encadré, lui, il ne se pose pas réellement ce genre de questions. Est-ce que ça va lui être utile pour travailler demain à communiquer dans l'e-sport? Il ne se pose pas ces questions. Mais dans le discours rassurant pour les parents, c'est quand même important et c'est réel. Donc, pour le coup, il faut le donner et il faut l'avoir. Ils sont trop jeunes pour comprendre tout ça, de toute façon. Ouais, j'estime également, mais après, chacun son degré de maturité aussi à certains âges. Après, je sais qu'à 16 ans, certains étaient déjà confrontés à potentiellement faire des... Il y en a qui travaillent déjà à 16 ans, mais je sais plus comment ça s'appelle. Oui, ouais. Mais alors, je crois qu'il faut que les parents signent un papier comme quoi ils ont le droit de travailler et tout. Mais oui, effectivement, oui, ils travaillent dès 16 ans. Donc à partir de 16 ans, qui tu commencent à se peux poser des commencer. questions. Ouais. Ouais, voilà. Après, inconsciemment, tu peux le travailler, ce genre de truc. Tu vois, quand tu dis, oui, je travaille la communication avec les jeunes et tout, inconsciemment, finalement, ils le travaillent un petit peu. Même si, bon, ils sont trop jeunes pour capter, c'est vrai, mais... Est-ce que tu as déjà testé les virtual arena? Parce que là, on parlait de jeux vidéo, Fortnite, League of Legends, Rocket League, mais il y a aussi maintenant des arènes, je crois que ça s'appelle EVA, et c'est que du VR, quoi. Et donc, tu es en physique, mais tu joues en VR, quoi, avec d'autres gens qui sont avec toi. Alors, oui, j'ai eu la chance de tester EVA. Si je dis pas de bêtises, il y en a un qui a ouvert à Marseille il y a quelques années. J'ai eu la chance, dans à peu près les timings de l'ouverture, de tester, je dirais pas en avant-première, mais dans les premiers au niveau de l'ouverture. Et non, c'est vraiment quelque chose de super, super sympa. En plus de ça, dans le domaine dans lequel je suis, potentiellement en plus, en vue du fait qu'il y a encore des formations aujourd'hui qui existent, d'éducateurs sportifs, etc. Pour demain, vu que Eva, c'est quand même un truc, enfin c'est une franchise qui s'est quand même pas mal développée. Je sais qu'il y a des centres un peu partout en France. Ah ouais. Venant de La Réunion, je sais qu'il y en a un même à La Réunion. Ok. Donc voilà, je sais que c'est des timings qui sont plutôt opportuns et des gens qui vont être amenés à avoir le même diplôme que moi vont pouvoir potentiellement postuler à ce genre de poste. En tout cas, vont pouvoir amener à faire des stages ou des trucs comme ça, parce que j'ai eu la chance de, si je dis pas de bêtises, c'était le premier stage sport, e-sport EVA qui avait été mis en place par MCES à l'époque. Je sais pas si ça a été reconduit depuis, mais je sais que c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Ça veut dire que c'est une semaine complète où le matin vous faites une séance de sport et l'après-midi vous avez un coach, du coup pour le coup c'était moi, qui vous apprend entre guillemets les mécaniques du jeu, comment bien jouer, à mettre en place des stratégies. Et pour le coup sur EVA c'est vraiment du 5 contre 5 où vous vous déplacez vraiment avec les armes, etc. Donc là, c'est vraiment intéressant de mettre des vraies stratégies en place, vu que tu te déplaces vraiment en physique, vous pouvez vraiment vous parler dans la vraie vie, etc. Là, c'est vraiment c'est vraiment un game immersif. Ouais. Et pour le coup, ça pour les jeunes, c'est cool, hein. C'est top. Parce qu'en plus, ils bougent, quoi. Il y a de l'exercice physique. Il y a tout, ouais, c'est génial. J'ai pas eu l'occasion de tester Eva, mais c'est vrai que je les vois partout quand je vais à la TwitchCon, tous les événements un peu gaming, quoi, ils sont là, quoi. Donc, Attends, comment ça t'as pas fait? Je suis choqué. J'ai jamais testé. Je sais que je regarde à chaque fois que... Je me rappelle la TwitchCon, j'avais participé avec mon ancienne entreprise. Et en fait, j'avais regardé ça et je me disais... parce que j'avais pas découvert à Marseille quand j'y habitais. Et quand j'ai vu ça à la TwitchCon, je me suis dit, waouh, mais c'est trop stylé parce que bah, tu bouges et en même temps, tu joues en VR, quoi. Donc, t'as le sport et l'e-sport qui est un peu lié, quoi. Ah non, franchement, pour le modèle d'MCES à l'époque, c'était exactement... c'est génial. C'était exactement ça, clairement. Ouais. Et tu penses que des structures comme la MCES Academy vont popper en France, en tout cas, de plus en plus, ou est-ce que tu sens que ça s'est un petit peu essoufflé? Je dirais pas essoufflé parce que la réalité c'est qu'en soi, à part MCES, il n'y avait pas grand-chose qui s'était développé en France à ce niveau-là. Après, il existe des gaming centers qui existent en France, mais ils n'ont pas forcément développé ce domaine sport, e-sport, ou ils n'ont pas développé du tout de domaine académique, d'accompagnement de public amateur à niveau semi-professionnel, à niveau professionnel, etc.
Donc c'est plus des salles où tu viens encore comme à l'ancienne, c'est un cybercafé quoi. Donc après oui, certains font la diffusion de matchs, compétitions de jeux vidéo, certains organisent eux-mêmes des compétitions de jeux vidéo, donc ça crée des moments un peu conviviaux où les jeunes se retrouvent, etc., qui rejoint l'état d'esprit général, mais on n'y est pas encore dans le côté où là on va pouvoir avoir des jeunes, on va les éduquer concrètement, on va les recevoir, ils vont peut-être avoir 10 ans, jusqu'à leurs 15 ans, on va les avoir, on va les faire évoluer, on va les faire progresser, que ce soit sur le jeu, humainement, citoyennement parlant, etc., de manière générale, savoir vivre avec un groupe, dans un domaine dans lequel les jeunes s'y retrouvent de manière générale, et en plus, ça va créer un échange avec les parents, etc. Donc non, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore retrouvé de trop, que je retrouve pas non plus de trop, moi-même là aujourd'hui qui veut essayer de trouver des petites missions un peu partout, c'est pas quelque chose de simple encore aujourd'hui. Je pense que ça va être amené à se développer. Je pense que ça manque encore de visibilité sur la réalité du terrain, dans le sens où les gens qui ont les moyens potentiellement de développer ce genre de projet ne sont peut-être pas au fait sur le fait qu'il y a une réelle demande. Et après, ça va être une raison généralement économique aussi. Ouais. Quel est le réel retour sur investissement de tout ça? Ouais, parce que c'est ça le problème aussi de l'e-sport, c'est que c'est hyper difficile d'être rentable, de gagner de l'argent en fait. Alors, ça commence quand même à évoluer avec les gros clubs comme Carmine, etc. On le voit aujourd'hui. Après, comme on l'a dit précédemment, ça va passer par du merchandising. À partir du moment où tu as beaucoup de visibilité, forcément, on sait que dans l'e-sport, le sponsoring, ça fait quand même beaucoup vivre le domaine. Ouais. Donc, plus tu as de visibilité, plus tu vas avoir des bons sponsors avec, entre guillemets, un bon chèque, entre guillemets, derrière. Et en plus, des fois, c'est des sponsors qui vont t'aider, que ce soit sur des projets, des salles, etc. Bon, l'exemple concret de la Carmine, il est très parlant. À voir si ça s'essouffle pas dans le temps. Je leur souhaite pas et je le pense pas. Je pense que ça va être amené à s'étaler correctement. Après, encore une fois, c'est de l'argent qui va rentrer. Comment il va être géré pour le stabiliser, pour tout ça. Ça a l'air de prendre une ampleur assez intéressante. À voir si dans le temps, ils font pas. Après, ça peut arriver, des investissements qui vont un peu se casser un peu la figure, etc. Donc on verra. Mais ouais, non, c'est compliqué. Même eux dans leur modèle où franchement là tout leur réussit entre grandes guillemets. C'est-à-dire que en termes de chiffres, difficile de faire mieux aujourd'hui en France, voire en Europe, si je dis pas de bêtises. Donc si eux ont encore un peu de mal à vraiment créer un empire, là on parle de financièrement parlant, de bien réussir à s'en sortir, c'est encore un peu complexe. Mais je pense qu'il y a tout un modèle à réfléchir encore qui est en train de se forger de par les essais de certains et les erreurs de d'autres. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et si quelqu'un un jour a l'idée miracle qui permet aux clubs qui veulent se lancer de créer quelque chose de concret, on verra bien. Ouais, c'est un secteur encore en train de... en process, quoi. C'est en train de se créer. Là, je crois qu'il y avait... ça a été aux Jeux Olympiques, je crois, l'e-sport maintenant. Ça fait l'ouverture des JO, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je crois que ça va être aux Jeux Olympiques aussi, donc trop cool. Ça permet de démocratiser un peu le gaming. Et il y a aussi la Carmine, je crois, si je me trompe pas, qui a créé cette salle exprès pour accueillir des événements gaming. Donc ça, c'est... Enfin, pour l'époque, on se dit c'est un truc de fou parce que ça permet vraiment au gaming de prendre une place énorme, quoi. Tu vois, regarde, justement, je prends l'exemple de la Carmine. Tu vois, là, ils ont ouvert ils ont leur propre salle pour recevoir des événements e-sport. Et ils ont vendu un peu le fait que c'est les premiers à avoir ouvert une salle dédiée à l'e-sport en France, etc. Bon, ça, c'est pas réel. Moi, je peux le dire parce que j'ai eu la chance d'être dans une des premières salles qui a ouvert dans l'e-sport en France. La réalité, c'était avec la Helios Gaming School à l'époque. On avait acheté un IMAX qu'on a transformé en salle e-sport. Donc, ça recevait 500 personnes. Wow, ok. La réalité, c'est que Helios Gaming, Carmine, c'est pas pareil. Bon, c'est pas pour trash, mais c'est juste la visibilité. que Helios a pas rempli son stade. Ils ont pas créé tout ce truc-là. Pourtant, dans l'idée, c'était la même énergie. Tu vois, c'était créer un endroit où on va rassembler des passionnés, etc., etc. Et pourtant, en événementiel, Helios à l'époque, c'était le plus grand circuit du Grand Est, etc. Enfin, c'était quand même dans l'écosystème, c'était pas rien non plus. Ouais, c'était un gros truc. Mais quand même, c'était quand même, faut
Voilà, faut remettre correctement. Mais voilà. Et pourtant, Carmine, là, ils arrivent avec les mêmes intentions. Mais bah, ils ont la visibilité, ils ont Ouais, le ouais. public, ils ont le côté fanatique que nous, avec MCES, on avait, entre guillemets, un peu réussi à atteindre à un certain moment, mais qui s'est vite essoufflé, Mm. pour plein de raisons. Mais voilà, ils ont réussi à garder ce momentum et en leur souhaitant que Bah ouais. ça dure très longtemps et que ça leur permette de porter l'e-sport français de manière générale. En plus, avec les allocutions qu'avait eu Emmanuel Macron il y a quelques années sur le Ouais. domaine de l'e-sport à l'époque, où il avait vendu l'e-sport comme... Enfin, il a dit qu'il allait faire de la France le pays numéro 1 de l'e-sport mondial d'ici 2030. On le souhaite, hein. On espère que ça va avancer dans ce sens-là. Mais en tout cas, depuis, on a reçu tous les plus gros events e-sportifs, ils sont venus en France. Donc là-dessus, pour le coup, bon, il a quand même participé de Ouais. sa juste personne. Mais il faut mesurer voilà, la puissance de l'influence. C'est un truc de fou. Plus tu as de visibilité et plus ça va marcher. Là, on a l'exemple, hein, Carmine et l'école. Bah voilà, en fait, si t'as pas une puissance derrière d'influence, bon, il faut tirer le truc, quoi. Clairement. Et Mais après, ouais. ouais, il faut survivre, entre guillemets. Si t'avais un petit conseil à donner à un jeune qui rêve de faire sa carrière dans l'e-sport, que ce soit en tant qu'éducateur, sport e-sport ou joueur ou n'importe quel métier dans l'e-sport, quel conseil tu donnerais, toi? Bah, alors, s'il veut, lui, se lancer comme moi en tant qu'éducateur sport e-sport, aujourd'hui, il n'y a pas 46 milliards de chemins, hein, c'est simple, il y a une formation, un BPGEPS, APT e-sport, ou même aujourd'hui, il y a le niveau un poil en dessous, mais entre guillemets, en vrai, ça vous donne les mêmes compétences, grosso modo. C'est le diplôme d'animateur e-sport qui s'est Ok. lancé avec Francis Sport, qui a développé, donc c'est un peu le BAFA c'est le niveau animateur, pas éducateur, mais animateur, mais grosso modo quand même dans les compétences que vous allez réaliser sur le terrain, c'est la même chose. Hmm. Par contre, je ne sais pas si ça vous donne un niveau bac pour le coup, et c'est peut-être pas en alternance. Mais voilà, il vous suffit juste de passer ce genre de diplôme et d'avoir une alternance potentielle, et vous allez pouvoir mettre un pied dans le domaine de l'e-sport exactement comme moi. Et sinon, si vous souhaitez être joueur professionnel, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde a la chance, peut avoir la chance et peut se donner les moyens pour le devenir. Par contre, la réalité du terrain, c'est que pas tout le monde va pouvoir l'être. Ça, faut en être conscient. Et si vous pensez que vous êtes capable de l'être, il va falloir que vous soyez réaliste avec vous-même. Déjà, si vous regardez vos performances par rapport à ce qui se fait de manière générale, vous allez pouvoir déjà jauger où vous êtes classé, où vous êtes placé de manière générale. Hmm. Et si réellement vous êtes dans les meilleurs, c'est que vous avez un potentiel. Et là, je vous invite à ne rien lâcher. Par Hmm. contre, il faut être réaliste. Moi, quand je joue en classé sur un jeu, même si je suis unreal sur Fortnite, ça ne veut pas dire que je vais être professionnel. Par contre, si je commence à avoir du PR, enfin du power ranking, si je commence à faire des compétitions, à faire des bons placements sur des compétitions officielles, etc., je me jauge, je vois ce que ça donne. Là, potentiellement, je pourrais prétendre à devenir semi-pro. Et vraiment, si vous arrachez tout, de toute façon, vous allez voir, hein, ça va. Il y a des gens, c'est leur métier de vous repérer et de venir vous envoyer un message s'ils voient que vous arrachez tout pendant plusieurs semaines. Donc, vous en faites pas que vous passerez pas sous les radars, hein. Ouais, Et après, sinon, il y a les faut réseaux sociaux. participer. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est il faut se montrer, quoi. Faut pas hésiter à montrer ses performances, participer aux compétitions et le partager, quoi. Même sur Twitch, on n'en parle pas, Effectivement. mais peut-être streamer ses games. Peut-être qu'il y a un mec qui passe par là et qui voit bah, tes games et qui se dit ah, en fait, ce mec, il a du potentiel. Même peut-être juste du potentiel, on sait jamais. Sur un coup de chance, le mec qui voit que t'es pas non plus la bête de fou, mais t'as peut-être du potentiel. On sait jamais, peut-être qu'il voudra te coacher. Après, même si c'est pas en tant que joueur pro ou en tant que coach, hein, le Mm. fait rien que de montrer vos games sur Twitch, etc. Si vous avez une bonne animation, vous savez gérer un peu de public, etc. Vous pouvez très bien, oh bah tiens, on a besoin d'un gars qui casse nos games quand on fait nos tournois Fortnite. Ah, on a besoin d'un content créateur qui nous accompagne. Bon bah au début, bah, vous serez peut-être bénévole. Ensuite, bah, peut-être vous gratterez 200, 300 euros. Ensuite, peut-être vous choperez un petit contrat. Après, bah, si vous allez peut-être ouvrir une micro et choper 300, 500, 600, 700, 800 par mois, et au fur et à mesure, vous allez faire votre place. Et ça, c'est un domaine dans le domaine du possible et du réalisable, en tout cas. Ouais, faut pas hésiter à se mouiller, quoi. Clairement. Pas hésiter à Se- se montrer si on est OK avec. Ouais, oui. Ouais, parce que c'est dur aussi de se montrer. Il y en a qui veulent pas, quoi.
Moi, je sais que je Et suis un c'est peu ok, hein. moins à l'aise avec ça, dans le sens où personnellement, je sais que je me mets pas plus que ça en avant sur les réseaux sociaux, Mm. malgré le fait que bah, je sais que je fais un métier quand même qui est plutôt cool et je sais que il y a beaucoup de gens qui seraient pas contre, on me l'a déjà dit, autour de moi, on me le dit que bah, il faudrait peut-être pas que j'hésite à me mettre un peu plus en avant sur ce que je fais parce que ça reste cool, c'est pas un métier non plus que tout le monde a l'habitude de voir non plus. Ouais. Je sais que c'est pas quelque chose que j'aime trop faire. Je sais que bah, quand je suis au travail, bah, je sais qu'à l'époque, bah, quand on travaillait ensemble, quand tu étais amené à me prendre en contenu ou comme là, bah, quand il y a du contenu à faire ou il y a des choses où il faut que je me mette un peu en avant, etc., je suis pas du tout contre. Disons que ça, je le fais de manière professionnelle, mais je sais que Mm. personnellement, je sais que je suis pas dans cette optique-là. À défaut, parce que bah, demain, j'aurais peut-être un peu mis plus en avant ce que je faisais sur les réseaux sociaux. J'aurais créé une petite communauté autour de qui je suis, ce que je fais, etc. Peut-être que je me vendrais un peu plus facilement. Et là, dans les discussions, j'aurais un avantage un peu plus certain, ça c'est sûr. Ouais, ce Là-dessus, serait un peu c'est ton indéniable. portfolio, quoi, de montrer peut-être, je sais pas, des tutos, comment faire tel truc sur Fortnite. Enfin, je peux comprendre le fait de, quand t'es tout seul, en fait, c'est hyper dur de se mettre en avant et de se dire, ok, je vais faire ça pour poster pour tel objectif. Quand j'étais là, quand on travaillait ensemble, voilà, t'étais là, tu faisais ton cours et en même temps, je te prenais en photo et en vidéo et c'était hyper simple du coup, vu que tu étais dans Voilà. ton élément et moi, je faisais mon travail de mon côté, donc Ah, c'est je vachement faisais plus rien, simple moi. pour toi. Et oui, c'est ça. Tu faisais ton métier, quoi, de base. Donc Bah, c'était c'est ça là où le plus simple. c'est un peu plus simple. Je sais que faire la même chose, mais je sais qu'à un moment donné, ça a été un peu l'initiative de MCES de essayer de faire mon cours en physique, plus rajouter une caméra et l'intégrer en direct, etc. Tout de suite, ça crée un truc un peu où c'était moi, je devais m'autogérer sur le truc, machin. Ça crée un truc où je suis un peu moins à l'aise dans ce que je fais. Et après, c'est logique, hein, c'est comme dans mes jeunes, quand je leur demande d'être concentré à 100% et de pas écouter un tel ou un tel au moment où ils font leur truc. C'est que je suis en train de faire un truc, mais en même temps, je suis un peu sur autre chose et du coup, je suis pas pleinement dans ce que je fais. Donc, bon, c'est pour ça que c'est très bien. Moi, je préfère quand il y a quelqu'un d'extérieur qui m'accompagne. Je me prends pas la tête, je me pose pas la question. Je sais que je dois me concentrer sur un truc à fond et le faire bien. Et une fois que ça c'est bien fait, je sais que toi après tu fais bien ton truc et tout se passe bien. Ouais, c'est ça. Non, je peux comprendre, je peux comprendre. C'est hyper difficile de vraiment, ouais, s'autogérer, ouais, comme tu disais, en fait, créer du contenu autour de ta profession pour te mettre en avant juste toi, c'est hyper dur. Mais du coup, maintenant, donc, qu'est-ce que tu fais? Parce que la MCS Academy, donc, du coup, c'était dans le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, en gros, depuis que ça s'est terminé, donc bah, j'ai ouvert ma micro. Donc je continue à faire à peu près la même chose, mais grosso modo à mon compte. Donc ça va être du coaching un peu par-ci par-là. Là, ça va être plus du coaching un peu privé. Donc là, c'est du one-one. Donc là, ça va être accompagnement via Discord, etc. Avec partage, etc. Donc j'ai les cours de base je transmets, enfin, que je faisais avec l'académie. Donc ça va être beaucoup de cours théoriques. Et après, Mhm. ça va être de l'accompagnement in-game avec des exercices donnés pour t'entraîner. Bon, après, les exercices, je les invente pas, hein, tout le monde peut les trouver hein, de toute façon. Là où j'ai ma plus-value à apporter, c'est de un, l'expérience du coup que j'ai de manière générale avec les années et de par le fait que bah, j'ai été quand même accompagné sur ma formation par Nasty à l'époque, qui était la coach Fortnite professionnelle de Andy Lex, Poda, enfin tous les cracks de la scène française de l'époque. Donc Ancienne joueuse pro aussi. exact. Donc Mhm. clairement, moi je prends ça comme une très bonne plus-value. Après, bah, moi-même de mon expérience personnelle, bah, j'ai quand même coaché pendant plusieurs années. Donc voilà. Et après, bah, du coup, la partie théorique, une fois que tout ça c'est fait, bah, j'accompagne un peu en game. Et après, bah, ça va être ce que je faisais à l'époque, ce que tu connais un peu, ça va être traditionnellement des stages pendant les vacances scolaires. Euh, des cours, là je sais que je donnais beaucoup de cours, là c'est plus de la formation. Là maintenant, je suis passé du rôle de élève BPGEPS à formateur BPGEPS, entre C'est guillemets. cool ça. C'est sympa, après Mhm. je te cache pas que c'est pas la casquette que je préfère. Mhm. Mais ça fait partie du truc. J'ai des cours qui sont existants. J'ai l'habitude de former, d'accompagner. En vrai, que ce soit un jeune de 16 ans ou un jeune de 32 ans, en soi, l'accompagnement reste approximativement le même Ouais, ouais. dans l'idée. Donc ça va être des cours comme ça. Donc là, je sais que j'ai donné quand même pas mal de cours où là, c'est des classes de 20-25 personnes en visio. Et là, C'est c'est tout un dur. format un peu différent. Mhm. Et après, ça va être, comme je te disais, l'année dernière, j'ai fait 3 mois, enfin sur 3 mois, j'ai fait une tournée avec Intersport, donc avec Nike et Adidas aussi. Ça, c'est génial, hein, je trouve, hein, Ouais, comme concept. ça c'était incroyable. Mais en Mhm. gros, eux, ils ont fait un village sportif. En gros, Ok. c'était pour les 100 ans d'Intersport.
Ok. Ça s'appelle le Sport Tour. Ils ont fait un village où, en gros, ils déplaçaient un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain d'escrime. En gros, ils déplaçaient tous les sports. Et dans les sports, ils y ont mis l'e-sport. Ouais. Du coup, moi, j'étais le représentant de l'atelier e-sport. Donc, c'était un camion avec 10 PC. Oh là Incroyable. là. En vrai, Quel plaisir. en vrai, très, très stylé, qui est itinérant dans toute la France et tout. Très, très stylé. Avec en bas tous les trucs Nike et Adidas. Enfin, bon, trop bien. Et en gros, le but, c'est de démocratiser un peu la pratique dans toute la France, donc toutes les pratiques. Et du coup, ce qui était bien là, c'était pour le coup, l'e-sport était vraiment intégré comme étant un sport à part entière. Et c'est là où je disais que je voyais des parents qui ont fait tout le tour des ateliers sportifs et ils arrivent à l'atelier e-sport, tu vois. Donc Aïe, aïe, aïe. les gamins sont comme des oufs, ils rentrent dans un van, enfin dans un camion, mais c'est un semi-remorque le truc, il est sur Ah 2 ouais. étages. Ah oui, Ah oui, d'accord. non, c'est pas Ah, c'est un vrai camion, le quoi. camion voilà. Un C'était camion de pas glace, les... quoi. Le... Ouais, c'est pas ça, non, c'est un semi-remorque, 2 étages. Waouh. Non, avec Ah LED, ouais. truc bien stylé. Waouh, ok. Donc non, c'était très sympa. Et c'est là que tu vois les parents qui direct sont en mode ah non, c'est 2 minutes pas plus, hein. Ah, Ah 2 minutes ouais. pas plus. Ah ouais, non, mais... En plus, on sait qu'en 2 minutes, on n'a pas le temps de... Et de faire t'expliques même une pas les game ou quoi. touches, non, Non. tu fais rien, non, clairement. Donc non, c'était sympa. Par contre, ouais, pour moi, c'était très sportif parce que c'était des journées où je voyais peut-être 400-500 personnes journée, tu vois. Ah ouais. T'avais des jours de repos ou c'était vraiment t'enchaîner pendant plusieurs semaines, quoi. Ah, c'était 3 mois. Ah ouais, c'est... à la fin, voilà, il faut dormir, quoi. C'était sport. C'était e-sport. Ouais, ah oui, oui, là, ouais. Non, Ah ouais, en chaud. vrai, non, en vrai, c'était sympa. Après, le repos, c'était le week-end. Et généralement, on avait 3 jours quoi, de repos. Ok. Ok, donc ça va. Tu peux un peu respirer, quoi. Après, il y avait le déplacement parce que c'était dans toute la France, quoi. Donc, un coup, c'était à Ouais. Paris, un coup, c'était à Toulouse, un coup, c'était à Brest, un coup, c'était à Pau. Bon, après, ça t'a fait voyager, hein. Ah non, clairement, c'était vraiment belle Là, expérience. ouais, tu peux pas dire que t'as pas vu la France. Ah non, très sympa. Non, moi, pour quelqu'un qui vient de La Réunion, moi, j'ai bien apprécié. Bah écoute, Mathieu, merci Avec d'être plaisir. venu sur le podcast. Ça a été trop cool de t'accueillir. Puis bah, j'espère que t'as kiffé et peut-être une prochaine fois sur un autre épisode. Ouais, c'était cool. Merci de m'avoir invité en tout cas. Et au plaisir, hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Et on va soutenir fort quand ça va sortir. Bah, merci bien. Bah, n'hésitez pas si vous avez des missions à lui proposer. Il est dispo. Salut!